une villa baignée de lavande, une valse oubliée, un silence qui cache plus qu'il ne révèle. Ce soir, les ombres du passé dansent encore entre les murs. Chaque détail compte, chaque souvenir peut être un mensonge ou une clé. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire? Et quelle heure est-il chez toi? Prête, entrons dans l'histoire. Il faut croire que même les plus grands esprits, lorsqu'ils vieillissent, finissent par céder aux séductions du repos. Hercule Poirot, que j'avais vu affronter le crime avec la précision d'un horloger et la fierté d'un prince, parlait désormais de fatigue, de calme, et comble de l'étrange, de brise marine. « Hastings, disait-il en tapotant son œillet d'un doigt distrait, le cerveau, comme un moteur finement réglé, doit connaître ses périodes de silence. Sans cela, pouf, il explose. Ainsi avions-nous pris la route vers la côte normande, vers cette fameuse villa lavande, recommandée à Poirot par une duchesse croisée lors d'une enquête ancienne. Le trajet avait été paisible, quoiqu'un peu long à mon goût, et le paysage se couvrait lentement de cette lumière grise et bleutée propre au rivage du nord. La villa, lorsqu'elle se dévoila enfin, ressemblait à une aquarelle ancienne, murs ivoires, aux volets lilas, jardin d'un ordre presque obsessionnel, et une falaise plongeant droit dans l'écume. Tout, dans ce décor, semblait murmurer « On ne parle pas ici, on se souvient ». Poirot, sans mot dire, contempla l'ensemble, puis souffla simplement. « Parfaitement exact, Hastings. C'est ici que je vais me reposer, et peut-être, qui sait, écouter chanter le passé. » Je ne compris pas alors ce qu'il voulait dire. Ce ne fut que plus tard, bien plus tard, que cette phrase me revint, comme le premier accord d'une valse oubliée. Nous fûmes accueillis par une femme sèche et droite, aux cheveux relevés en un chignon si strict qu'il semblait sculpté. Elle portait une robe anthracite sans ornement, si ce n'était une broche en forme de lavande, seul rappel d'élégance dans sa silhouette austère. « Je suis mademoiselle Honorine, directrice de la villa Lavande, » dit-elle sans sourire. « Ici, le calme est notre règle, la discrétion notre devoir. » Poirot s'inclina légèrement, mais ses yeux observaient déjà. Il détailla les coussins alignés avec trop de rigueur, le silence qui pesait comme une nappe de plomb sur le hall d'entrée, et le parfum discret de cire ancienne. « Vous dirigez cet endroit d'une main experte, mademoiselle Honorine, » fit-il avec politesse. « Il le faut bien, monsieur Poirot. Ces dames ont besoin d'un cadre stable. Elles ont assez connu le tumulte, elles parlaient comme on récite une vérité. Mais sous cette discipline impeccable, je crus percevoir autre chose. Pas de chaleur, certes, mais peut-être un zèle défensif. Je notais aussi que mademoiselle Honorine avait évité de croiser le regard de Poirot plus de 2 secondes, comme si, dans la rigueur de son rôle, il y avait déjà un secret qu'elle craignait qu'il devine. Ce fut au cours de notre première promenade dans les salons que nous fîmes la connaissance des pensionnaires. Le terme est réducteur, on aurait dit un musée vivant de la grâce fanée. Il y avait là une ancienne cantatrice italienne aux doigts de parée de bagues ternies, une harpiste anglaise que l'âge avait rendue sourde, mais dont les gestes gardaient l'élégance, et même une actrice de théâtre au port altier, malgré la canne. Poirot s'inclina avec cette délicatesse qu'il réservait aux dames. Quant à moi, je fus frappé par le contraste saisissant entre les visages ridés et les regards jeunes, comme si les corps avaient cédé, mais non la mémoire. L'une d'elles attira notre attention davantage que les autres. Une femme fine, au profil gracieux, presque translucide, assise près d'un tourne-disque ancien. Elle fixait l'appareil comme on scrute un rêve, tandis qu'un disque tournait en boucle, rayé à un endroit précis, répétant sans fin une mesure mélancolique.
Elle s'appelle Valérie Dumas, chuchota une autre pensionnaire. Une ballerine célèbre, autrefois. Elle parle peu, mais parfois, elle dit qu'elle attend encore la dernière danse. Poirot ne répondit rien, mais je le vis s'approcher du vieux vinyle, observer la poussière, écouter le rythme du saut d'aiguille, et je sus que pour lui, le repos venait déjà de faire place à une autre forme d'attention, une forme qui ne pardonne rien. Valérie Dumas, le nom seul, semblait tissé de soie et d'oubli. Je l'avais entendu autrefois, mentionné dans les colonnes d'un journal, ou chuchoté dans un salon mondain, comme on parle d'une étoile tombée mais toujours brillante, dans quelque recoin du ciel. Elle était assise un peu à l'écart, le dos droit, mais le regard lointain, fixant un point invisible entre le mur et le vide. Sa silhouette semblait fragile, presque irréelle, comme si le moindre courant d'air pouvait l'effacer. Ses mains, longues et nerveuses, étaient posées sur ses genoux avec une discipline d'ancienne danseuse, et ses lèvres remuaient parfois, sans que l'on sache si elle chantait, priait ou se souvenait. Poirot s'en approcha doucement, mais elle ne tourna pas la tête. C'est seulement lorsque le disque sur le tourne-disque émit un grincement particulier, ce petit saut aigu qu'il répétait sans fin, qu'elle parla, d'une voix fluette et pleine d'air. Il avait promis de danser avec moi. Puis, comme si cette phrase l'épuisait, elle se tut à nouveau. La musique, une valse ancienne, reprit sa boucle imparfaite. À chaque tour d'aiguille, à chaque saut sur le sillon, elle semblait perdre un peu plus pied avec le présent. Une promesse, Hastings, murmura Poirot. C'est une chose puissante. Lorsqu'elle est tenue, elle est une clé. Lorsqu'elle est brisée, elle devient un verrou. Je ne compris pas sur l'instant la profondeur de cette remarque. Je me contentais d'acquiescer, encore touché par l'image de cette femme, qui dansait peut-être encore, quelque part, dans un souvenir que seul le vinyle savait reproduire. Les jours qui suivirent furent d'une étrange monotonie. Le soleil éclairait doucement les couloirs. Les pensionnaires jouaient au bridge ou lisaient dans le jardin, et les servantes passaient avec des plateaux de thé, ornés de fleurs séchées. Tout semblait immobile, suspendu. Et pourtant, un bruit revenait, inlassable, celui du vinyle de Madame Dumas. Ce grincement rythmique, à peine perceptible pour qui ne l'écoutait pas, s'était ancré dans le décor comme le tic-tac d'une montre oubliée. Il résonnait dans l'air, discret mais présent, tel un murmure que personne n'osait faire taire. Je surpris un jour une résidente, Madame Blanche Rieux, interrompre sa lecture pour fixer le plafond, comme si ce son l'atteignait en un lieu plus profond que l'oreille. Puis elle reprit son roman avec un soupir résigné. Plus tard, une autre se leva brusquement et changea de fauteuil, sans un mot, sans une plainte. La tension, bien que muette, était réelle. Je la sentais moi-même, dans les regards échangés, dans la manière qu'avait mademoiselle Honorine de détourner les yeux chaque fois que la musique recommençait. Poirot, pour sa part, restait silencieux. Il ne faisait aucune remarque, mais ses moustaches frémissaient, parfois, imperceptiblement, signe certain d'une agitation intérieure. « Hastings, me dit-il un soir, ce n'est pas le silence qui m'inquiète, c'est ce qu'il contient. Et moi, pour la première fois depuis notre arrivée, je ressentis un léger frisson. Ce fut un matin brumeux, alors que la mer s'était tue sous un ciel sans contour, que Poirot rompit son mutisme. Nous nous tenions dans la véranda, face au jardin impeccablement entretenu. Une rose blanche venait de s'ouvrir, mais il n'y prêta aucune attention. « Mon ami, dit-il lentement, il y a ici quelque chose que l'on ne dit pas. Vous parlez d'un secret, répondis-je, curieux. Non, d'un inconfort, d'un malaise partagé, mais dissimulé sous les bonnes manières. C'est
comme si ces femmes vivaient avec un poids commun, dont elles n'ont jamais parlé à voix haute. Je réfléchis. Il est vrai qu'une ombre planait, mais elle n'avait pas de forme définie. Ce n'était pas la peur, ni même la tristesse, c'était autre chose, une attente peut-être, une menace ancienne. Et Valérie Dumas, ajoutai-je, pensez-vous que son obsession n'est pas anodine? Elle est centrale, répondit-il. Les esprits fragiles révèlent parfois ce que les esprits saints s'emploient à cacher. Il se leva alors, lissa sa veste et déclara « Nous sommes venus ici pour le repos, c'est vrai. Mais parfois, Hastings, le repos n'est qu'une façade derrière laquelle se trame un dernier acte. Et celui-ci, je le crains, s'apprête à commencer. » Je ne répondis rien, mais je compris, sans qu'il le dise, que notre séjour venait de basculer. Ce fut un bruit net, irréel dans la quiétude de la villa, qui me tira brutalement du sommeil. Un cri, aigu, presque étranglé, suivi d'un bruit précipité de pas sur le parquet ciré. Je me redressai aussitôt, le cœur battant. La pendule indiquait 2 heures passées. Le silence qui suivit me parut plus pesant encore que le cri. J'entendis une porte s'ouvrir, puis une voix basse, celle de l'infirmière. Je le reconnus à son ton sec. Et bientôt, d'autres chuchotements affolés. J'enfilai ma robe de chambre et sortis dans le couloir. Poirot, déjà debout, ajustait ses manchettes comme s'il s'apprêtait à dîner chez l'ambassadeur. Il semblerait, Hastings, que notre retraite soit moins paisible qu'espéré. Nous descendîmes ensemble. Une tension étrange régnait dans les couloirs, une agitation que même les murs épais de la villa ne pouvaient contenir. Des ombres se déplaçaient vite, mais sans désordre. Une peur contenue. Je ne savais encore rien de ce qui s'était passé, mais je pressentais que ce cri venait de briser quelque chose. Une routine, une barrière, ou peut-être une vie. Nous arrivâmes dans le hall central, et la scène qui s'offrit à nous fut d'une étrange immobilité. Au bas de l'escalier en colimaçon, Valérie Dumas gisait, comme abandonnée par le mouvement même qui avait autrefois façonné son art. Elle portait encore sa robe de nuit, un châle glissé à moitié sous elle. Ses bras s'étaient repliés d'une manière qui me sembla incongrue, presque chorégraphique, mais c'était le visage, pâle et paisible malgré la chute, qui me bouleversa. Un médecin de garde, jeune et mal à l'aise, s'affairait auprès d'elle, sans geste superflu. Mademoiselle Honorine, le teint plus fermé que jamais, se tenait un peu à l'écart, les bras croisés. L'infirmière-chef murmurait à voix basse à une pensionnaire tremblante. Poirot s'agenouilla brièvement, puis se redressa, le regard sombre. Une chute, oui, c'est ce qu'on dira. Je le fixai, troublé. Mais vous n'y croyez pas? Je ne crois jamais rien, Hastings, avant d'avoir vu tout ce qu'on préfère cacher. Ce fut à ce moment précis que je compris que la mort, cette nuit-là, n'était pas un simple hasard. Nous retrouvâmes l'infirmière-chef dans le petit salon, attenante à la cuisine, où elle tentait visiblement de reprendre contenance. Elle était une femme rigide, au regard clair, mais ce regard-là vacillait ce soir. Ses mains, pourtant habituées aux gestes sûrs, tremblaient légèrement alors qu'elle versait du thé. « C'est un terrible accident », dit-elle en évitant le regard de Poirot. Madame Dumas souffrait de confusion nocturne depuis des semaines. Elle se levait parfois sans prévenir. Nous avons tout fait pour sécuriser les escaliers, mais... Sa voix se perdit dans sa gorge. Elle n'a crié qu'une seule fois, dis-je. Et pourtant, ce n'était pas un cri de surprise, c'était... autre chose. Poirot ne la quittait pas des yeux. Elle se levait seule, dites-vous, et personne ne l'a croisée cette nuit. Non, monsieur, elle devait être seule dans le couloir. Poirot se redressa lentement.
Vous êtes certaine de cela ?» L'infirmière hésita, puis acquiesça. Je sentis que Poirot retenait une remarque. Il se contenta de la remercier avec une courtoisie glaciale. Mais je savais déjà qu'il avait noté cette nervosité inhabituelle et cette réponse trop bien préparée. Ce fut au petit matin, alors que la villa semblait s'être rendormie sous un ciel d'étain, que Poirot m'invita à l'accompagner dans le hall désert. Il observa l'escalier en silence, puis s'approcha de la rampe, penché comme un botaniste sur une fleur douteuse. « Regardez ici, Hastings. » Je m'avançai. Sur le bois verni, à hauteur d'épaule, de fines traces avaient marqué la surface, de petites griffures, irrégulières, à peine visibles si l'on ne savait où regarder. Ce ne sont pas des coups anciens. La laque est encore très légèrement soulevée. Cela s'est produit cette nuit. Vous pensez qu'elle s'est agrippée, ou bien qu'on l'a poussée. Je pense que quelqu'un a voulu masquer un mouvement de lutte dans un décor trop propre. Il désigna ensuite le tapis du palier, à l'endroit exact où la chute aurait pu commencer. Et là, il se pencha, prit une pince dans sa poche, qui, Dieu merci, ne le quittait jamais, et saisit une petite tache sombre à peine visible. « Des cendres, dit-il, et pas de cheminée dans ce couloir. » Je compris aussitôt. Valérie ne fumait pas. Poirot hocha la tête. Non, mais quelqu'un d'autre, si. Et il s'est arrêté ici, assez longtemps pour que la cendre tombe, et peut-être pour décider de ce qu'il allait faire. Nous pénétrâmes ensuite dans la chambre de Madame Dumas, où le rideau tiré laissait entrer une lumière laiteuse. L'air y était étrangement figé, comme si le temps avait suspendu son souffle. Le tourne-disque, habituellement en boucle, était silencieux. Poirot s'en approcha avec précaution. Le bras de lecture était relevé, le sillon en repos. Hastings, depuis notre arrivée, ce disque n'avait cessé de tourner. Pourquoi s'est-il arrêté cette nuit-là? Je haussai les épaules. Peut-être s'est-il simplement terminé? Non. Il est rayé, rappelez-vous. Il tourne sans fin. Il faut un geste délibéré pour le stopper. Il se tourna vers moi, les sourcils froncés. Un petit geste, à peine visible, mais qui change le récit entier, comme une note qui manque dans une symphonie. Il se baissa, observa le sol, puis le meuble. Personne ne s'y est intéressé. Et pourtant, c'est là que commence peut-être le drame. Je le regardais, perplexe. Vous pensez qu'il s'est passé quelque chose, ici, avant la chute? Il ne répondit pas tout de suite. Peut-être que la dernière chose qu'elle a entendue, c'est le silence, et que ce silence n'était pas dû au hasard. Je quittai Poirot un moment, et, attiré par une lumière filtrant sous une porte entr'ouverte, je découvris Madame Blanche Rieux dans la petite bibliothèque, assise près de la fenêtre. Elle tenait entre ses mains un vieux disque de tango, les yeux embués, et chose rare chez elle, elle pleurait. Je m'approchai doucement. « Madame, tout va bien ?» Elle sursauta légèrement, puis secoua la tête avec un sourire de façade. « Ce n'est rien, capitaine Hastings, juste un souvenir qui revient sans prévenir. » Je m'assis face à elle. « Vous connaissiez bien Madame Dumas ?» Elle hésita, puis caressa du bout des doigts la pochette du disque. Assez pour savoir qu'elle ne méritait pas de partir ainsi. Elle avait ses étrangetés, bien sûr, mais elle avait gardé un éclat que certaines jalousaient, peut-être. « Vous parlez de quelqu'un en particulier ?» Elle détourna le regard. Les vieilles femmes m'ont parfois de jeunes colères. Je crus percevoir une peur dans sa voix, mais elle se leva, essuya ses joues et ajouta « Ne cherchez pas trop, capitaine. Parfois la vérité fait plus de mal qu'un mensonge bien construit. » Puis elle quitta la pièce, laissant derrière elle un parfum de musc
et un silence chargé de non-dits. Je restais seul, le tango entre les mains. Et soudain, ce disque me sembla contenir, lui aussi, une promesse brisée. Il y a dans l'odeur du thé infusé, mêlé aux biscuits secs et aux effluves de lavande, quelque chose qui invite à la confidence. Mademoiselle Honorine, rigide en toutes choses, avait instauré un rituel du thé à 16 heures précises, dans le salon aux rideaux crème. C'était là, autour de tasses en porcelaine et de cuillères en argent un peu ternies, que les pensionnaires se retrouvaient, et à défaut de jeunesse, partageaient des souvenirs. Ce fut dans ce cadre feutré que Poirot, tel un invité inoffensif, se glissa avec une aisance déconcertante. Il posait de petites questions anodines, toujours précédées d'un compliment ou d'un silence bien placé. Et peu à peu, les langues se déliaient. Valérie? Oh, elle parlait souvent d'un bal. Toujours le même, murmura Madame Lemoine, les doigts serrés sur sa tasse. Elle disait qu'elle y avait dansé pour la dernière fois, et qu'elle y avait attendu quelqu'un qui n'est jamais venu. Une soirée splendide, ajouta Madame d'Harcourt, avec une moue vague. Cela devait être en 37 ou 38 peut-être. Elle portait une robe bleue, je crois. Poirot acquiesça avec douceur, mais je vis dans ses yeux une acuité soudaine. Une robe bleue, un bal, une attente. Les fragments commençaient à s'assembler comme des pétales autour d'un centre encore invisible. Et je sus que cette conversation, sous ses airs de légèreté mondaine, venait d'ouvrir une brèche. Le lendemain matin, au détour d'un couloir baigné par une lumière pâle, nous croisâmes Madame Clémence Ridel, une femme menue, aux gestes soignés et à la mémoire étonnamment vive. Elle marchait lentement, ses doigts glissant sur la rampe, comme sur le clavier d'un piano ancien. « Le bal dont vous parlez, dit-elle à Poirot, sans qu'il ait à poser la moindre question. C'était en 1937. Je m'en souviens comme d'un verre fêlé. On croit que le cristal est intact, mais il sonne faux. » Poirot s'inclina légèrement. « Vous y étiez ? » ?»« Non, mais j'ai vu Valérie y partir. Elle tremblait un peu, comme une jeune mariée. Elle s'arrêta, le regard tourné vers une époque que seule elle semblait encore voir. Il y avait un homme, toujours le même dans ses récits, un homme élégant mais fuyant. Elle disait qu'il avait promis de danser et qu'il ne s'était pas montré. Depuis ce jour, elle parlait de lui comme d'une ombre, mais une ombre dont elle n'avait jamais cessé d'attendre le retour. Poirot ne dit rien. Il hocha simplement la tête, les bras croisés. Mais je connaissais ce silence-là. Il signifiait que quelque chose venait de prendre forme, une date, un homme, un abandon. Et derrière ces trois éléments, peut-être, un mobile. C'est en rangeant quelques affaires de Valérie, à la demande discrète de mademoiselle Honorine, que je tombais sur l'objet qui allait, sans que je le sache encore, raviver les braises d'un incendie ancien. Il s'agissait d'un manuel de danse classique, relié de cuir, usé sur les bords et dédicacé à la main, Ave, pour que tes pas ne cessent jamais de dessiner l'élégance. Ah, mais ce fut, en le feuilletant, que mon doigt effleura une page épaissie. Glissée entre deux feuillets, à peine visible, se trouvait une lettre pliée en 4, à l'encre brunie. Je l'ouvris avec une certaine appréhension. Elle était brève, mais poignante. « Valérie, je n'ai pas le droit. Ce soir, je ne viendrai pas. Pardonne-moi de t'aimer sans pouvoir le dire. » Ah, je restai un instant immobile, le papier tremblant entre mes mains. Poirot, qui m'avait rejoint, lut la lettre en silence, puis referma le livre d'un geste doux. « Une promesse retirée, murmura-t-il. Voilà ce qui fait naître les fantômes. » Je ne répondis pas, mais au fond de moi, je sus que cette lettre contenait plus qu'un chagrin ancien. Elle contenait la clé d'une fidélité insensée, et peut-être d'un silence devenu trop lourd à porter. Le lendemain matin,
À l'heure où la villa s'emplissait d'un calme endeuillé, une jeune femme franchit ses portes, tenant contre elle une écharpe noire et un sac de cuir usé. Elle s'appelait Camille Dumas, et c'était, selon mademoiselle Honorine, la seule parente connue de Valérie. Elle portait en elle cette élégance discrète, propre aux femmes qui n'ont jamais eu besoin de séduire, le genre de personne qu'on remarque pour son absence d'effort. Lorsqu'elle fut introduite dans le petit salon où le corps de sa tante reposait encore, je fus frappé par la sincérité de sa peine. Elle ne pleurait pas, mais ses mains tremblaient en silence, et ses yeux cherchaient dans la pièce une réponse que personne ne semblait pouvoir lui offrir. Poirot l'observa longuement, sans un mot, puis s'approcha. « Mademoiselle Camille, permettez-moi de vous présenter mes condoléances les plus sincères. Votre tante était une femme remarquable. » Elle hocha la tête, puis dit d'une voix sourde, « Je savais qu'elle n'était pas éternelle, monsieur Poirot, mais je ne pensais pas qu'elle partirait seule. » Ce mot résonna étrangement. Plus tard, au détour d'une conversation banale, Camille se montra surprise lorsque l'on évoqua le bal de 1937. Elle affirma n'en avoir jamais entendu parler. Et pourtant, son regard, juste un instant, se troubla. Poirot, bien sûr, n'en perdit rien. Nous retrouvâmes Camille dans la roseraie, où elle s'était réfugiée avec un livre feuilleté distraitement. Le ciel s'était couvert d'une brume légère, comme si la villa elle-même retenait son souffle. « Votre tante parlait souvent du passé, » dit Poirot d'un ton presque anodin, « d'un bal en particulier. En 1937, Camille releva la tête, surprise, ou feignant de l'être. Je ne sus dire. Un bal? Non. Elle n'évoquait pas ce genre de choses avec moi. Elle parlait plutôt de ses douleurs, de son corps qui l'abandonnait. Et d'un homme, insista Poirot. Quelqu'un qu'elle aurait attendu. Elle secoua la tête. Non, enfin, peut-être. Mais vous savez, monsieur Poirot, la mémoire se transforme avec le temps. Ce qu'on croit avoir vécu devient parfois un rêve. Ou un fardeau, murmura Poirot. Un fardeau qu'on transmet sans le vouloir. Elle ne répondit pas tout de suite, puis, doucement. Ma tante était une femme fière. Elle ne voulait pas qu'on la plaigne, ni qu'on la juge. Poirot sourit, presque tendrement. Et pourtant, mademoiselle, ce sont précisément ceux que nous n'osons ni plaindre ni juger, qui cachent les douleurs les plus vives. Elle se détourna, comme piquée. Je compris alors que l'oubli de Camille n'était peut-être pas fin. Il était choisi. Le soir venu, nous croisâmes Poirot dans le salon de musique, resté seul, tandis que les pensionnaires regagnaient leur chambre. Il tenait la lettre retrouvée dans le livre de danse, et ses yeux étaient fixés sur le gramophone muet. « Hastings, dit-il sans me regarder, savez-vous ce que je redoute le plus dans une enquête? Ce ne sont ni les mensonges, ni les silences, mais les souvenirs intentionnellement effacés. » Je m'assis en face de lui. « Vous pensez que Camille sait? » Je pense qu'elle a choisi de ne pas savoir. C'est un crime élégant, Hastings, que de détourner les yeux, un crime commis sans armes, mais pas sans conséquences. Il posa la lettre sur la table. Cette missive, elle n'a pas été lue par hasard. Elle a été replacée, cachée, préservée. Mais de qui? Et pourquoi? Un silence s'installa. Camille n'est pas coupable, poursuivit-il, mais elle est liée par un fil invisible, un fil de loyauté, peut-être, ou de honte. Je ne trouvais rien à répondre. Le disque ne tournait plus, mais je crus entendre encore, au loin, l'écho d'une valse ancienne, une danse qui n'avait jamais eu lieu. Poirot, lui, restait immobile. Mais je voyais dans ses yeux ce léger éclat que je connaissais bien. Il venait de sentir l'odeur d'un mensonge trop parfumé.
Il y avait chez le docteur Roux une manière douce de détourner la conversation qui, à force de politesse, frôlait la dissimulation. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, à la voix feutrée et au port droit, dont le regard se dérobait derrière de petites lunettes cerclées d'or. Poirot, fidèle à lui-même, s'entretint avec lui sans jamais hausser le ton, ni appuyer ses questions. Mais chaque silence du médecin était noté comme une virgule suspecte. Valérie Dumas souffrait de troubles cognitifs importants, dit-il, croisant les mains sur ses genoux. Ses souvenirs étaient flous. Elle évoquait parfois des événements imaginaires. Un bal de 1937, par exemple, glissa Poirot, l'air distrait. Le docteur eut un léger sursaut, mais se reprit aussitôt. Peut-être. Elle en parlait, je crois. Oui. Mais cela n'avait aucune cohérence. Elle disait attendre quelqu'un. Cela relevait de la confusion nostalgique, rien de plus. Poirot acquiesça sans commentaire. Mais plus tard, lorsqu'il me retrouva sur la terrasse, il souffla doucement. « Hastings, cet homme sait bien plus qu'il ne veut le dire. Il escarre que quelqu'un évoque l'incohérence avant même qu'on ne l'interroge sur la nature des propos. Il protège quelque chose, ou quelqu'un. » Et dans son regard brilla cette lueur que je connaissais trop bien. Une fausse note venait d'être jouée, et Hercule Poirot n'écoutait plus que cela. Nous découvrîmes, dans les archives administratives de la villa, tenues avec une rigueur toute militaire par mademoiselle Honorine, un registre ancien, jauni par les années. C'était Poirot qui avait insisté pour y jeter un œil, sous prétexte d'un contrôle de routine des prescriptions. Mais je sus qu'il cherchait bien autre chose. Et il le trouva. Une mention manuscrite, en marge d'un ancien certificat médical, indiquait « Consultation privée, Dr R. Roux, Mademoiselle V. Dumas, Paris, 1938 ». Il ne s'agissait pas d'un document officiel, mais la graphie, la date et surtout le contexte correspondaient parfaitement. Poirot tapota le bord du papier d'un doigt léger. « Vous voyez, Hastings, la guerre n'efface pas tout. Il y a des liens qui survivent aux bombes et aux exils. » Je compris aussitôt. Ils se connaissaient donc bien avant la villa. Et à Paris, dans le monde artistique, elle était déjà célèbre. Et lui, un jeune médecin ambitieux, fréquentant probablement les mêmes cercles. Poirot se redressa, satisfait. Il est donc faux de dire qu'il ignorait tout de son passé. Ce n'est pas un oubli, Hastings, c'est un choix. Et c'est cela, précisément, qui rend son silence si éloquent. Je sentis alors que l'affaire, loin de s'éclaircir, s'enfonçait dans des années qu'on croyait révolues, mais dont l'écho résonnait encore entre les murs de la villa. Ce fut au cours d'une promenade vespérale que nous recueillîmes le témoignage le plus troublant, et peut-être le plus dangereux. Madame Sabine, une veuve élégante, au chignon impeccable, se tenait sur un banc du jardin, contemplant les roses flétries. Poirot l'aborda avec sa douceur coutumière, parlant d'abord de fleurs, puis de musique, puis de souvenirs. Et c'est alors qu'elle baissa la voix. Je ne voulais pas en parler, mais je suppose que vous saurez entendre ce qu'il faut, monsieur Poirot. Elle tourna légèrement la tête, vérifiant que personne n'écoutait. Cette nuit-là, celle où Valérie est tombée, j'ai entendu des voix dans le couloir. Une dispute, une voix de femme, puis, plus distincte, une voix d'homme, ferme, autoritaire, en colère même. À quelle heure cela s'est-il produit ? Demanda Poirot. Peu avant le cri. J'étais éveillé. J'ai le sommeil léger depuis des années. Elle hésita, puis ajouta. Il n'y a pourtant pas d'homme autorisé à circuler dans l'aile est après 22 heures, n'est-ce pas ? Officiellement, non, confirma Poirot. Elle soupira. Alors, soit j'ai rêvé, soit quelqu'un a désobéi, ou était là sans en avoir le droit.
Ce dernier mot resta suspendu dans l'air, aussi acéré qu'un soupçon. Et dans les yeux de Poirot, je vis que cette voix d'homme, surgie dans la nuit, venait d'ajouter une ombre au tableau, une ombre bien réelle. Le témoignage de Madame Sabine agit sur Poirot comme une pièce glissée dans une serrure ancienne. Dès le lendemain, il me demanda de l'accompagner à l'accueil de la villa, où il interrogea longuement la responsable des entrées nocturnes. La réponse fut nette. Aucune visite après 22 heures, aucune exception. Le registre de garde, soigneusement rempli, n'indiquait ni nom, ni appel, ni anomalie. Ainsi, dit Poirot, en refermant doucement le classeur, personne n'est entré. Absolument personne, confirma la réceptionniste. Mais ce fut, en rejoignant le couloir de l'aile est, que Poirot s'arrêta brusquement. Hastings, il existe deux hypothèses. Soit un homme est parvenu à entrer sans être vu, ce qui est peu probable dans une maison aussi bien tenue. Soit il n'est jamais parti. Je fronçai les sourcils. Vous croyez qu'un homme loge ici en secret? Pas nécessairement en secret, mais dans un angle mort du règlement. Un jardinier dormant sur place, un médecin de garde trop discret, un parent toléré à titre exceptionnel. Ce n'est pas l'absence de traces qui m'inquiète, Hastings, c'est sa propreté. Un silence se fit entre nous. L'idée que l'ombre entendue dans la nuit n'ait pas été un intrus, mais un familier, jeta soudain une lumière nouvelle et inquiétante sur toute l'affaire. Nous retrouvâmes l'infirmière-chef dans son petit bureau, un espace ordonné avec la froideur d'un cabinet dentaire. Poirot demanda, d'un ton calme mais ferme, à consulter le dossier médical de Madame Valérie Dumas. Elle hésita un instant, infime mais suffisant, avant de tendre la chemise cartonnée. Poirot l'ouvrit, parcourut les pages et fronça imperceptiblement les sourcils. « Il manque une chose, dit-il. « Pardon, une note que vous aviez rédigée lors de l'épisode confus du 8 mai. Vous m'en aviez parlé l'autre jour. Elle mentionnait un épisode de délire durant lequel Madame Dumas parlait de quelqu'un qu'elle appelait « mon cygne noir ». L'infirmière pâlit légèrement. « Ah, cette note, je l'ai retirée. Elle n'était pas pertinente, seulement du bavardage incohérent. » Poirot ferma doucement le dossier, le posa sur la table, puis la fixa droit dans les yeux. « Vous ne l'avez pas retiré par jugement clinique, mademoiselle. Vous l'avez retiré parce qu'on vous a demandé de le faire. Le docteur Roux, n'est-ce pas ?» Elle ne répondit pas, mais son silence en disait long. Poirot soupira. Le papier, lui, se tait quand on le brûle. Mais les silences, eux, finissent par faire plus de bruit que les cris. Et je compris alors que le dossier, vidé de son sens, venait de livrer l'une de ses vérités les plus accablantes. Ce fut ce soir-là que le disque de Valérie recommença à tourner. Personne ne l'avait touché, selon mademoiselle Honorine. La platine, laissée en veille dans la chambre vide, s'était remise à jouer, lentement, obstinément, comme si le passé refusait de mourir. Poirot et moi étions dans le couloir, quand la musique se fit entendre. Nous entrâmes dans la chambre, et je frissonnais, sans comprendre pourquoi. La mélodie, toujours la même, revenait avec cette irrégularité familière, un saut d'aiguille, un souffle, une boucle. « Hastings, écoutez bien. » Je me concentrai, et en effet, toujours à la même mesure, le saut. Toujours à la même seconde, le grincement. « Ce n'est pas un simple défaut, » dit Poirot à mi-voix. « C'est un repère. » Un repère. Pour qui sait ce qu'il écoute, oui. La répétition crée une attente, et cette attente, lorsqu'elle est brisée, devient un cri. Il s'approcha, arrêta le disque, puis le relança. Toujours au même endroit. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une mise en scène
une précision, comme si le moment de la chute avait été choisi en synchronie avec ce disque. Je le regardais, stupéfait. Vous pensez que le disque a servi de signal? Poirot répondit simplement. Je pense que, cette nuit-là, quelqu'un a attendu le grincement, pour agir. Et dans cette pensée, si discrète en apparence, se cachait peut-être tout le mécanisme du crime. Ce fut, en rangeant les effets personnels de Valérie, sous la supervision discrète de mademoiselle Honorine, que je tombais sur une petite boîte en fer blanc, glissée derrière un tiroir bancal. À l'intérieur, des épingles rouillées, une broche fanée et une poignée de photographies en noir et blanc, aux bords dentelés. Je les examinais sans y prêter grande attention, jusqu'à ce que l'une d'elles attire mon regard. Ce n'était pas une photo, en vérité, mais une coupure de journal, froissée, jaunie, presque effacée par le temps. Elle représentait une salle de bal somptueuse, légende, bal d'hiver au palais de la Côte d'Azur, une nuit de grâce et de lumière. Et là, au centre, reconnaissable malgré le flou, Valérie, éclatante. Son visage rayonnait d'un espoir figé dans le papier. À sa droite, un espace vide, comme si quelqu'un avait été découpé ou n'était jamais venu. Je tendis le papier à Poirot, qui l'examina longuement. Voici donc la scène, Hastings, le théâtre d'un drame qui n'a jamais cessé de se rejouer dans son esprit. Vous pensez que tout est né ce soir-là? Il ne répondit pas, mais glissa la coupure dans sa poche, comme on range une preuve. Et moi, pour la première fois, je sentis que nous nous apprêtions à fouiller un souvenir si douloureux qu'il avait forgé à lui seul une vie de silence. C'est en recoupant les récits décousus des pensionnaires, avec la coupure de presse, les registres d'époque et quelques notes griffonnées dans l'agenda de Valérie, que Poirot parvint à reconstituer l'essentiel. Il le fit comme un peintre revient sur une toile abandonnée, avec minutie, patience et ce flair qui lui était propre. Le bal s'était tenu le 12 février 1937 dans l'une des résidences d'hiver les plus fastueuses de la Riviera française. Le tout Paris y était descendu en train de luxe. On y annonçait la présence de diplomates, d'acteurs et même d'une princesse orientale. Pour Valérie Dumas, qui venait d'être consacrée étoile à l'Opéra Garnier, c'était l'occasion rêvée d'officialiser sa liaison. Discrète jusque-là, avec un homme du grand monde. Elle y était entrée seule, vêtue de bleu nuit, selon plusieurs témoignages. Elle rayonnait, disaient les unes. D'autres affirmaient qu'elle tremblait légèrement, comme si chaque pas dissimulait un doute. Poirot souligna ce détail. L'orgueil, Hastings, est une armure. Mais lorsqu'on y attend l'amour, elle devient une prison. L'homme, lui, devait la rejoindre dans la seconde partie de la soirée. C'était leur accord, apparaître ensemble au grand jour, rompre avec le secret. Mais il ne vint pas. Et à minuit, alors que les couples valsaient sous les lustres, Valérie était encore seule. Ce n'est pas ce qu'elle vécut, mais ce qu'elle ne vécut pas, cette attente humiliée qui marqua la fin de sa danse et le début de sa chute. Ce que Poirot découvrit ensuite nous fut confirmé par une vieille connaissance du monde du théâtre, une ancienne habilleuse croisée lors d'une enquête passée. Elle se souvenait du bal, non pour sa splendeur, mais pour ce qu'elle qualifiait de tragédie muette. Elle était seule, monsieur Poirot, trop seule. Quand on est aussi belle que Valérie l'était alors, la solitude devient un scandale. La suite nous fut racontée dans des tons variés, mais tous s'accordaient sur un point. Valérie, au cœur de cette soirée fastueuse, s'était tenue droite, comme sur une scène, attendant. Et l'homme, celui que tous pressentaient, sans jamais le nommer, était apparu, mais pas à son bras. Il traversa la salle,
salua des diplomates, parla à des femmes, rit même. Lorsqu'il croisa le regard de Valérie, il ne s'arrêta pas. Il lui adressa un sourire vague, presque gêné, avant de tourner les talons. Il ne l'a pas reconnue, Hastings, ou plutôt, il a fait semblant de ne pas la connaître. « Mais pourquoi ?» demandai-je. Poirot ferma les yeux. Parce qu'il était lâche, et que dans ce monde-là, un nom vaut plus qu'un cœur. La scène qui suivit fut brève. Valérie s'effaça, quitta la salle, et ne reparut plus dans les mondanités. Elle n'a pas été humiliée par les autres, conclut Poirot. Elle l'a été par lui. Et cela, une femme comme elle ne le pardonne pas. Poirot consacra l'après-midi suivant à consulter un vieil annuaire mondain conservé dans la bibliothèque de la villa. Il cherchait, disait-il, un nom qui avait disparu. Les noms ne s'effacent pas seuls, Hastings. Mais quand ils disparaissent de l'histoire, c'est que quelqu'un les a soustraits. Il tourna les pages lentement, jusqu'à en extraire une. Comte Alexandre Roux. Famille ancienne, discrète, mais influente. Un homme de réputation austère, connu pour ses prises de position traditionnalistes et sa volonté farouche de préserver l'honneur familial. « Voilà notre homme, » dit-il. Le père du docteur Roux, fige, stupéfait. Poirot acquiesça. Il était à ce bal, et c'est lui que Valérie attendait. Je sentis un frisson me parcourir. Le médecin de la villa, fils de l'amant perdu? Ce n'est pas une simple coïncidence, poursuivit Poirot. Il y a là une chaîne de honte, Hastings, un père qui nie, une femme qui s'effondre, et un fils qui tente d'éteindre ce que l'histoire n'a jamais digéré. Je restais silencieux. Tout à coup, la réserve du docteur Roux, ses silences trop polis, ses absences feintes, prenaient un tout autre sens. Valérie n'était pas seulement une patiente pour lui. Elle était le rappel vivant d'un secret familial, d'un scandale évité, d'une faute non assumée. Et s'il avait cru pouvoir effacer cela, il avait sous-estimé la mémoire des femmes blessées et la rigueur d'Hercule Poirot. Nous avions toujours connu le docteur Roux comme un homme mesuré, réservé à l'extrême, presque effacé. Il semblait fait de silence, de gestes précis, et d'une rectitude clinique que je confondais autrefois avec la vertu. Mais à mesure que le passé de Valérie s'éclairait, cette retenue prenait un sens tout autre, celui d'un fardeau silencieux. Poirot, ce matin-là, ne prononça pas un mot durant le petit déjeuner. Il observe le docteur Roux, installé quelques tables plus loin, seul, lisant un journal qu'il ne tournait pas. Ses yeux n'étaient pas sur les mots. Ils étaient ailleurs, dans une époque que seul lui savait encore redouter. « Hastings, » dit Poirot à voix basse, « il est des fautes qu'un fils croit devoir réparer. Non par justice, mais par peur. Peur de voir les secrets de son père devenir des jugements sur lui-même. » Je ne répondis rien, mais je compris. Le docteur Roux n'était pas simplement le médecin de Valérie. Il était le gardien d'un secret qui l'avait précédé et qui l'avait façonné. Le fils d'un homme qui avait trahi une femme et qui, toute sa vie, avait tenté d'effacer cette trace, non par méchanceté, mais par fidélité aveugle à une lignée dont il ne voulait pas hériter la faute. Poirot conclut calmement. Il a cru pouvoir contrôler la mémoire, Hastings. Mais la mémoire est une danseuse entêtée. Quand elle revient, c'est toujours en rythme, et elle n'oublie jamais la dernière mesure. C'est dans les jours qui suivirent que tout bascula. Valérie, jusque-là enveloppée dans une brume douce où le passé et le présent se confondaient, connut un étrange regain de clarté. Elle se mit à parler davantage, non pas à nous directement, mais à elle-même, à ses souvenirs, à ce « tu » insistant qui traversait ses phrases comme une adresse intime et douloureuse. « Tu devais venir. Tu m'avais dit minuit. Le premier violon a commencé, et moi j'étais prête.
Poirot assistait à ces murmures avec la gravité d'un prêtre devant une confession sans autel. Il notait chaque mot, chaque intonation, chaque hésitation. Il ne cherchait pas une preuve, mais un motif. Elle revit la scène, me dit-il un soir. Mais cette fois, elle n'est plus seule. Elle se tient à nouveau sur cette piste de danse, et elle le voit, lui. Vous parlez du comte Roux? Non, Hastings, je parle du fils. C'est lui qu'elle regarde maintenant. C'est à lui qu'elle parle, sans le vouloir. Car Valérie, dans ses moments de lucidité égarée, confondait les visages. Et lorsqu'elle disait « Tu n'as pas tenu ta promesse », ce n'était plus à l'amant ancien qu'elle s'adressait, mais à son reflet rajeuni. Le docteur Roux, quant à lui, s'absentait de plus en plus. Il écourtait ses visites, fuyait les couloirs, évitait les regards. Un matin, mademoiselle Honorine murmura qu'il avait besoin de distance pour gérer l'émotion des résidentes. Mais je compris qu'il ne fuyait pas l'émotion des autres. Il fuyait la sienne. Valérie dansait de nouveau, et sa mémoire, réanimée, s'approchait dangereusement de la vérité. Et pour le docteur Roux, cette valse retrouvée n'était plus seulement un souvenir. C'était une menace. Une dernière danse dont il ne contrôlait plus la musique. Ce fut un détail que Poirot ne négligea pas. Il avait cette façon si particulière de s'intéresser aux marges du récit, à ce que les autres jugent trop banal pour en faire mention. Ainsi décida-t-il d'interroger le jardinier de nuit, un homme discret nommé Lemoine, qui passait pour invisible tant il se fondait dans le silence. Nous le trouvâmes dans l'abri à outils, assis près d'un vieux poêle éteint. Il parlait peu, mais ce qu'il dit ce soir-là fut net. « J'ai vu une lumière, monsieur, dans la salle de musique. Une lueur faible, mais stable. Elle n'était pas censée être allumée à cette heure-là. »« À quelle heure exactement ?» demanda Poirot. « Juste avant minuit. J'ai regardé ma montre. J'avais fait le tour du jardin, et j'allais fermer la serre. J'ai cru que c'était peut-être une des pensionnaires qui avait oublié d'éteindre. Mais la salle de musique est toujours fermée le soir. Et avez-vous vu quelqu'un ?» Il secoua la tête. « Non, juste cette lumière. » Puis quelques minutes plus tard, elle s'est éteinte. Poirot le remercia avec calme. Mais je savais déjà que cette information, aussi simple fût-elle, venait d'ajouter un grain décisif dans la mécanique de son raisonnement. Une lumière allumée dans une pièce interdite, juste avant le drame. Ce n'était pas une coïncidence. Le moine, une fois lancé, se révéla plus attentif qu'on ne l'aurait cru. Alors que nous allions le quitter, il s'arrêta, comme frappé par une réminiscence sensorielle. Il y avait aussi une odeur, monsieur, une odeur qui n'est plus là depuis longtemps. Poirot haussa un sourcil. Une odeur? Quel genre? Du cigare. Fort riche. Pas un de ces petits trucs secs, non, un vrai cigare. Et je vous le dis, on n'a plus le droit de fumer ici depuis des mois. Surtout pas ça. C'était lourd, comme du cuir brûlé. Poirot se redressa légèrement. « Et vous êtes certain que cela venait de la salle de musique ?»« Certain, l'air du matin est froid et clair. On sent tout. Et ça venait de là. » Ce détail semblait en troubler davantage Poirot que bien des discours. « Un cigare, Hastings » murmura-t-il en quittant le jardinier. « Dans un lieu clos, la nuit du meurtre, et contre le règlement. Cela n'est pas simplement une entorse. C'est une signature. » Et je compris qu'il avait déjà une idée sur la main qui avait tenu ce cigare, et sur le silence qu'il recouvrait. Ce soir-là, Poirot décida de revoir l'infirmière-chef. Il ne l'accusa pas, bien sûr, ce n'était pas son genre, mais il la conduisit doucement vers ses contradictions, comme on pousse une barque vers la rive sans jamais brusquer les courants. Elle s'efforçait de rester droite, mais je notais la crispation dans sa mâchoire, et ce tremblement fugitif lorsqu'elle servit le thé. « Mademoiselle »
dit Poirot avec une courtoisie calme. « Je sais que vous avez vu quelqu'un monter dans les étages la nuit où Madame Dumas est morte. » Elle pâlit. « Je ne comprends pas. Vous l'avez vu. Vous ne l'avez peut-être pas reconnu tout de suite, mais vous avez su ensuite, et vous avez choisi de vous taire. » Un long silence s'ensuivit. Puis d'une voix éteinte, elle dit « Il était monté doucement, sans bruit. Je croyais qu'il allait dans l'aile médicale, mais ensuite, j'ai entendu le disque s'arrêter, et j'ai compris. Qui, mademoiselle? Le docteur Roux. » Poirot hocha lentement la tête. « Vous ne l'avez pas dénoncé. Pourquoi ?» Elle hésita, puis dit simplement. Il avait l'air brisé, comme s'il ne montait pas pour faire du mal, mais pour empêcher quelque chose de plus terrible encore. Poirot lui adressa un regard presque tendre. Parfois, la pire des erreurs naît d'une intention noble, et cela n'atténue pas le poids du silence. Le lendemain matin, nous pénétrâmes dans la salle de musique, déserte et encore imprégnée de cette solennité pesante qui suit les drames. Poirot avançait avec une concentration méticuleuse, inspectant le moindre détail, le moindre repli de rideau, la moindre fibre déplacée. « Hastings, dit-il tout à coup, venez voir ici. » Sous le rebord d'un fauteuil capitonné, un fauteuil que personne n'avait touché depuis la mort de Valérie, selon les dires du personnel, se trouvait un petit tas de cendres sombres, si discrètes qu'on les aurait prises pour de la poussière, si ce n'est leur forme fine et leur teinte particulière. Poirot se pencha, prit son mouchoir et en recueillit quelques particules. Voilà ce que l'on appelle une signature discrète. Ce ne sont pas des cendres de papier, pas de bois non plus. C'est du cigare, Hastings, un cigare de qualité. Vous en êtes sûr? Il me lança un regard presque amusé. Mon ami, pour un Belge, la cendre d'un cigare n'est pas une inconnue, et celle-ci, elle n'est pas ordinaire. Il huma la matière, fronça les sourcils. C'est dense, légèrement poivré, une marque précise, et je crois savoir à qui elle appartient. Je le vis glisser le mouchoir dans sa poche, puis parcourir du regard la pièce. Il ne manque plus que le nom, mais le cigare, lui, parle déjà, et il accuse. De retour dans notre chambre, alors que Poirot classait ses observations avec cette précision qui m'émerveillait toujours, je me surpris à évoquer un souvenir enfoui. Vous savez, Poirot, il y a des mois, peut-être même l'an dernier, j'ai vu le docteur Roux fumer. C'était un soir d'hiver, juste à l'entrée. Il tenait un cigare, exactement comme ceux que vous venez de décrire. Je me souviens de l'odeur, et même du geste. Il tapotait l'extrémité comme s'il s'agissait d'un rituel. Poirot s'arrêta net. « Vous êtes sûr, Hastings ?»« Absolument. Je n'y avais pas repensé. Jusqu'à ce matin. » Il sourit lentement, et pour la première fois depuis plusieurs jours, je vis dans son regard une lueur de certitude. Voilà donc le lien manquant. Il fumait ce cigare. Et puis, du jour au lendemain, il a cessé. Non pas pour sa santé, comme il le prétendait, mais pour masquer une habitude trop reconnaissable. Vous croyez qu'il s'est trahi en fumant un cette nuit-là? Non, Hastings. Je crois qu'il s'est trahi, parce qu'il a eu besoin de retrouver quelque chose de son père. Le cigare était peut-être sa façon de redevenir, l'espace d'un instant, cet homme qu'il pensait devoir incarner pour effacer la honte. Et c'est dans cette imitation qu'il a basculé. Le silence retomba, et je compris alors que parfois, un parfum oublié suffit à faire ressurgir la faute d'un autre siècle. Lorsque Poirot me fit savoir qu'il désirait convoquer tout le monde dans le grand salon de la Villa Lavande, je compris qu'il touchait au dénouement de l'affaire. Ce n'était pas son habitude de dévoiler ses conclusions à la légère, et moins encore de le faire en présence de tous. Mais ce soir-là,
Il me parut solennel, presque grave, comme s'il s'apprêtait à remonter le mécanisme d'une horloge fatiguée pour faire jaillir enfin la vérité. Le salon mauve avait été préparé à sa demande. Les fauteuils y formaient un demi-cercle feutré, et les rideaux avaient été tirés pour tamiser la lumière. Les pensionnaires s'y installèrent avec une docilité inquiète, tandis que le personnel s'échangeait des regards furtifs. Le docteur Roux était là, bien sûr, immobile, les traits fermés. L'infirmière-chef évitait son regard. Poirot, debout, les mains croisées derrière le dos, laissa s'installer un silence lourd, presque cérémoniel. « Mes amis, dit-il enfin, nous sommes réunis ici non pour accuser, mais pour comprendre, car le crime, voyez-vous, naît rarement du mal pur, mais bien plus souvent d'une douleur prolongée, d'un souvenir que l'on n'a pas su oublier. Je perçus une tension nouvelle parmi l'assemblée, un souffle collectif, une attente suspendue. Et alors, d'un ton lent et précis, mon ami se mit à dérouler le fil qu'il avait tissé dans l'ombre, celui qui reliait les gestes de chacun aux heures fatales de cette nuit où la musique s'est tue. Tout commence, mes amis, par un bal ancien, murmura Poirot, un bal de l'hiver, 1937. Je sentis un frisson passer dans la pièce. Les plus âgés des pensionnaires échangèrent des clins d'œil, mais aucun ne dit mot. Poirot poursuivit, avec cette lenteur contrôlée, qui tenait l'auditoire en haleine. Ce bal, mademoiselle Valérie ne l'avait jamais vraiment quitté. Dans sa mémoire vacillante, il revenait comme un refrain inachevé. Elle y avait laissé son cœur, et un rendez-vous non honoré. L'homme qu'elle attendait ne vint jamais, et cette absence s'était figée en elle, jusqu'à devenir une certitude blessée. Je me rappelais alors les paroles de Valérie, errant dans les couloirs, murmurant des phrases de valse, comme si chaque soir la ramenait à ce moment suspendu. Mais, dit Poirot, ce qui n'était pour elle qu'une mélancolie persistante, était pour un autre un danger. Car son esprit troublé commençait à mélanger les noms, à évoquer un père disparu, un bal à Montparnasse, des lettres cachées. Il fit une pause. Elle parlait, trop, et certains mots ont éveillé chez un homme le spectre d'un passé honteux, d'un nom qu'on croyait effacé, d'une faute qu'on pensait enfouie. Poirot se tourna vers le docteur Roux. « N'est-ce pas, docteur ?» Ce nom que Valérie prononçait dans sa chambre, dans le jardin, devant l'infirmière. Ce nom qu'elle appelait avec tendresse et douleur. Le docteur Roux ne répondit pas, mais son visage s'était vidé de toute couleur. Ce n'était pas un meurtre prémédité, conclut Poirot, mais une peur, un vertige, un engrenage que seule la mémoire brisée d'une vieille femme avait enclenché. Le silence était total lorsque Poirot poursuivit. Aucun des convives ne bougeait, la pièce paraissait figée, hors du temps. La clé, dit-il doucement, se trouve dans 3 objets, une lettre, un disque et un cigare. Il sortit de sa poche un papier jauni, que je reconnus aussitôt. La lettre retrouvée dans le vieux manuel de danse. Elle évoquait un rendez-vous manqué, une promesse faite à une Valérie jeune, belle, passionnée. Une promesse qui n'avait pas été tenue. Cette lettre, messieurs, dames, est l'écho d'un cœur blessé. Elle n'aurait peut-être eu aucune conséquence si elle n'était pas tombée entre les mains de celui qui portait le poids d'un nom maudit. Puis il se tourna vers le vieux tourne-disque qu'il avait fait préparer à l'avance. Le disque, vous le savez, s'arrête toujours à la même seconde, non pas par usure, mais parce qu'il a été volontairement rayé à ce point précis. C'est là, mes amis, que le silence s'installe. Et c'est dans ce silence, dans cet interstice brutal de la musique, que l'acte s'est accompli. Il désigna ensuite un mouchoir, soigneusement plié sur la table. Et voici les cendres,
celle d'un cigare de marque particulière, que le docteur Roux ne fume plus officiellement, mais qui, cette nuit-là, a laissé sa trace sur le velours. L'infirmière baissa les yeux. Le jardinier, lui, fixait Poirot, avec un mélange de fascination et de stupeur. L'homme au cigare, l'homme du silence, l'homme du passé. Ce n'était pas un étranger, dit Poirot, c'était un fils. Et je sus que, dans cette nuit brisée, la vérité avait dansé une dernière fois, avant de s'effondrer. Poirot avait cessé de parler. Il laissait l'onde de ses révélations se diffuser dans la pièce, lentement, comme l'amertume d'un thé noir qu'on n'aurait pas su sucrer. Puis, d'une voix douce, presque paternelle, il reprit. « Le nom Roux, mes amis, n'est pas anodin dans cette affaire, car ce n'est pas seulement celui d'un médecin respectable, c'est aussi le nom d'un homme dont la vie fut bâtie sur l'oubli, ou du moins sur le désir d'effacer ce que d'autres avaient laissé derrière eux. » Je fronçai les sourcils. Poirot fit quelques pas, les mains toujours croisées. Le père du docteur, jadis à Paris, dans les cercles bohèmes d'un Montparnasse insouciant, avait séduit une jeune fille romantique, passionnée de danse. Il s'était aimé une saison, et puis, il n'est pas venu au bal. Il n'a pas tenu sa promesse. Un frémissement parcourut l'assemblée. Cette jeune fille, c'était Valérie, et l'homme qui ne revint jamais. C'était le père du docteur Roux. Je compris alors ce que Poirot cherchait à établir. Un fil discret, ancien, tendu entre une douleur enfouie et une honte transmise. Un fils portant le poids du silence paternel, d'une faute ancienne qu'il n'avait pas commise, mais qu'il n'avait jamais pu ignorer. Le docteur Roux a grandi dans l'ombre de ce souvenir. Et lorsque Valérie, dans ses délires tendres, recommença à évoquer ce nom, ce bal, cette promesse brisée, il a senti que le passé revenait, et avec lui, l'infamie, la menace de voir le nom Roux associé, à nouveau, à la lâcheté. Poirot marqua une pause, puis ajouta « Alors il a voulu empêcher cela, mais on ne tue pas un souvenir en étouffant une voix. » Le docteur Roux demeura un moment immobile. Ses traits, ordinairement maîtrisés, semblaient s'être figés dans une étrange mélancolie. Puis, sans qu'on l'y pousse davantage, il releva la tête et dans le silence pesant du salon mauve, il prit la parole. « Elle disait son nom, murmura-t-il, le prénom de mon père. Elle l'appelait comme s'il allait franchir la porte, comme s'il pouvait encore réparer ce qu'il avait fui. » Il se tut, puis reprit, d'un ton plus dur, presque résigné. « Vous ne comprenez pas. Cela me hantait, chaque jour. Elle ne parlait plus qu'à lui, elle revivait ce soir-là. Elle allait le raconter à tout le monde. Elle allait dire que le nom Roux, c'était celui d'un lâche, d'un homme qui abandonne, qui ment. Je vis Poirot l'observer sans aucune dureté. Il n'avait pas besoin de condamner. Les mots de l'homme le faisaient pour lui. J'ai cru qu'en la faisant taire, j'épargnais au nom de mon père une dernière humiliation. J'ai cru qu'elle ne souffrirait pas. J'ai attendu que le disque s'arrête, que tout s'efface dans le silence. Je lui ai donné un calmant, assez pour qu'elle ne se réveille pas. Sa voix se brisa. Je n'ai pas voulu la tuer, j'ai voulu la libérer, mais ce n'était pas elle que je cherchais à sauver. Personne ne parlait. Même les pensionnaires les plus bavards semblaient figés. J'eus soudain le sentiment d'assister non à un aveu criminel, mais à l'effondrement silencieux d'un homme trop longtemps resté debout. Poirot, sans triomphalisme, hocha simplement la tête. « Une promesse oubliée, » murmurait-il, « et une autre, qui a tué. » Le silence qui suivit la confession du docteur Roux ne ressemblait à aucun autre. Il n'avait rien du silence poli des salons mondains, ni de celui plus tendu des audiences judiciaires. C'était un silence plein, épais,
presque irréel, le genre de silence que la musique, même douce, n'aurait pas osé troubler. Je regardais autour de moi. Les pensionnaires étaient figés dans des attitudes qui trahissaient l'émotion contenue. Madame Sabine, les doigts crispés sur le rebord de sa chaise, le vieux monsieur Vernet, le regard perdu dans une méditation sans fond. Même l'infirmière-chef, que j'avais jusque-là cru rigide comme une statue, semblait respirer plus vite, comme si quelque chose venait de céder en elle. Moi-même, je dois l'avouer, je ressentais une forme de vertige. Ce n'était pas la révélation du crime qui me bouleversait, mais la logique terrible qui l'avait mené jusqu'à nous. Une logique humaine, presque banale. Celle d'un homme poursuivi non par la justice, mais par la honte, par l'ombre d'un autre. Poirot, quant à lui, gardait son calme. Il s'avança doucement vers le docteur Roux, qui n'avait pas bougé depuis ses paroles. « Vous avez tenté de sauver un nom, » dit-il d'une voix grave. « Mais ce n'est pas un nom que vous avez condamné. C'est une femme qui n'avait jamais cessé d'aimer, même dans le trouble, même dans l'oubli. » Le docteur Roux ne répondit pas. Il avait les yeux fermés, comme s'il écoutait quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait entendre, peut-être une valse lointaine, ou une voix d'outre-mémoire, et moi, assis là, spectateur impuissant de cette tragédie trop humaine, je compris enfin ce que Poirot voulait dire quand il parlait de justice du cœur. Car parfois, ce n'est pas la loi qu'il faut satisfaire, mais la vérité que l'on doit regarder en face, même si elle vous brise. Après le départ de la police et l'embarquement discret du docteur Roux, la villa retrouva peu à peu son apparente tranquillité. Le personnel reprit ses tâches avec un zèle mesuré. Les pensionnaires déambulaient à nouveau dans les couloirs, feignant de ne pas regarder les marches qu'il avait gravies en silence cette nuit-là. Et pourtant, quelque chose avait changé, non pas dans les gestes, ni dans les routines, mais dans l'air lui-même. Ce silence-là, je le reconnus aussitôt. Ce n'était pas celui des murs épais ou des longues soirées anglaises. C'était un silence après le tonnerre, quand l'orage a tout dit, mais que la terre en garde encore la mémoire. Il flottait dans le salon de musique comme dans le réfectoire, ce silence tendu, chargé d'un souvenir commun que personne n'osait nommer. Camille, plus pâle qu'à l'accoutumée, passa beaucoup de temps dans la chambre de sa tante. Elle ne disait mot, mais son regard cherchait dans les plis du rideau, sur les montants du lit, quelque chose que ni l'enquête ni la vérité n'avaient tout à fait révélé. Poirot, lui, se montrait discret. Il écrivait dans son carnet, marchait le long du jardin, ou, plus souvent, fixait le tourne-disque d'un air songeur. Il semblait écouter encore la dernière note suspendue, celle qui ne s'était jamais achevée. Et moi, j'étais là, témoin d'un monde qui se remet à marcher, mais en boitant. Ce fut Camille qui la découvrit. Dans la commode basse, celle que Valérie n'ouvrait presque jamais, se trouvait une petite boîte rectangulaire, couverte d'un tissu à motifs floraux, usé aux angles. Je me trouvais dans la pièce lorsque Camille l'ouvrit, le regard grave, presque solennel. À l'intérieur, 2 objets, une paire de chaussons de danse, fins, usés, encore imprégnés d'un parfum léger, et une enveloppe, pliée en 2, dont le papier portait les traces du temps et de l'humidité. Elle ne dit rien d'abord, et je respectais ce silence, mais lorsqu'elle se tourna vers moi, son visage exprimait cette émotion contenue qui précède les larmes sans les laisser tomber. Elle les gardait depuis toujours, murmura-t-elle. Depuis, avant même ma naissance, je m'approchai, touchant du regard, plutôt que de la main, ces reliques d'un passé qui soudain devenait vivant. Les chaussons, usés au talon, racontaient mieux que quiconque les heures passées à répéter, à attendre, à espérer. Quant à la lettre, Camille hésita un instant,
Puis, comme mue par une nécessité intérieure, l'ouvrit et se mit à lire à voix basse. Son timbre s'altérait à mesure que les mots s'imprimaient en elle. Je ne comprenais pas tout, le texte était personnel, intime, mais je vis dans ses yeux s'ouvrir une faille douce, comme si quelque chose, enfin, s'expliquait. Puis elle referma la boîte, avec un soin infini, et la posa sur la table de chevet. Elle avait tout prévu, dit-elle simplement, même de ne pas être comprise. Je sentis, alors, que cette boîte n'était pas seulement un souvenir. C'était un message, un aveu trop longtemps retenu. Plus tard dans la journée, Camille me tendit la lettre. Il ne s'agissait pas d'un testament, ni même d'un adieu. Le mot, écrit à l'encre violette, sur un papier jauni, était d'une simplicité bouleversante, et pourtant, chaque ligne vibrait de cette vérité que seule la vieillesse, ou peut-être l'amour déçu, sait formuler sans détour. Il n'est jamais revenu. Ainsi commençait la lettre, non comme un reproche, mais comme une évidence, gravée plus que racontée. Puis vinrent des souvenirs, une main qui serre la sienne à la sortie d'un théâtre parisien, une valse à l'odeur de lilas, un rire qu'elle disait entendre encore dans son sommeil, et soudain, cette phrase, si douce et cruelle à la fois. Peut-on vraiment en vouloir à un cœur d'avoir trop attendu? Elle parlait de la promesse brisée, du bal qu'elle avait imaginé 1000 fois, et de son choix, après la guerre, de ne rien dire, de ne rien chercher. Elle avait préféré la tendresse du souvenir à la douleur de la vérité. J'ai dansé seul, souvent. J'imaginais ses pas à côté des miens. Puis venait le pardon, à elle-même d'abord, pour avoir trop espéré, et à lui, aussi, peut-être. La lettre se terminait par un dernier vœu. S'il revient un jour, dis-lui que je ne l'ai jamais haï. J'ai seulement vieilli avant de comprendre. Je reposai la lettre avec précaution. Ce n'était pas un document d'enquête. C'était un cœur à nu, un cœur qui avait traversé le silence comme on traverse un hiver. Je demeurai longtemps sur la terrasse, observant les allées du jardin, où les feuilles se penchaient lentement vers l'ombre. Il y avait dans l'air cette saveur mélancolique propre aux vérités révélées trop tard, aux élans que la vie a muselés. Le cœur humain, pensais-je, ne connaît pas de fin claire. Il n'y a ni conclusion, ni cadence parfaite, seulement des accords suspendus, des gestes avortés, des mots murmurés au lieu d'être criés. La vie, comme une valse inachevée, laisse chacun reprendre seul la mesure interrompue. Valérie avait attendu, non d'un amour aveugle, mais avec cette fidélité patiente de ceux qui refusent d'oublier ce qui les a construits. Elle n'attendait plus un homme, me dis-je, mais une explication. Et c'est peut-être cela qui l'avait rendue fragile, ce besoin que le passé parle, enfin. Et le docteur Roux, était-il criminel ou juste héritier d'un silence trop pesant? Je ne pouvais trancher, car sous sa faute, il y avait une loyauté tordue, presque sacrificielle. Il avait cru protéger un nom, un souvenir, en détruisant celui d'autrui. Ce sont toujours les histoires incomplètes qui font le plus de mal, dis-je à Poirot, qui venait de me rejoindre. Il hocha la tête, pensif. Parce qu'on veut les finir, mon ami, même au prix du mensonge. Puis il baissa les yeux vers l'allée. Un léger vent faisait tourner, les pétales tomber. Et parfois, ajouta-t-il, il vaut mieux laisser la valse s'éteindre que d'ajouter une fausse note. Je me tus. Je sentais que tout ce que nous venions de vivre tenait là, dans ces mots suspendus, entre deux hommes qui savaient, au fond, que la vérité n'a pas toujours le dernier mot, mais qu'elle murmure inlassablement. Ce soir-là, après le dîner, Poirot me proposa de retourner une dernière fois dans le salon de musique. L'endroit était désert, baigné d'une clarté douce et enveloppante.
Sur la petite table, le vinyle noir reposait dans sa pochette, comme un témoin muet des nuits passées. Sans un mot, Poirot l'en sortit, le plaça délicatement sur le plateau et abaissa le bras du tourne-disque. La musique s'éleva, familière et troublante. C'était cette valse, encore, la même que celle qui avait bercé le souvenir, qui avait marqué l'instant fatal, et qui maintenant s'offrait une dernière fois à l'espace. Nous n'échangions rien. Il n'y avait plus rien à résoudre, plus rien à démontrer. Seulement écouter, laisser chaque note faire le deuil de ce qu'elle portait. La mélodie semblait elle-même consciente de son rôle. Elle avançait sans hâte, caressante, puis se replia sur elle-même. Et lorsqu'elle s'arrêta, non brusquement, mais avec cette manière fléchissante qu'ont les choses qui savent qu'elles ne reviendront plus, le silence retomba. Pas un silence de mystère, un silence d'acceptation. Poirot referma la pochette comme on referme un livre qu'on ne rouvrira plus. Il me regarda, esquissa un sourire léger, puis murmura « C'est là, Hastings, tout y est », et nous quittâmes la pièce, laissant derrière nous le calme d'une musique qui, enfin, avait cessé de vouloir être entendue. Les cendres du passé ne s'éteignent jamais tout à fait, surtout lorsqu'elles ont la forme d'un souvenir trop longtemps tu. Et vous, auriez-vous eu le courage de rouvrir la boîte que la mémoire voulait oublier? Si cette histoire vous a touché, aimez-la, commentez votre réponse et abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités enfouies sous le vernis du temps. Le silence est revenu, mais écoutez bien, il murmure encore.